Bienvenue dans ce premier cours de physique qui traitera de la mécanique et de l'énergie, tel que vous l'avez vu dans votre premier cours avec Madame Grenier. Donc dans ce cours, on va reprendre les points essentiels de ce cours, tout en les détaillant un petit peu et en vous donnant des explications complémentaires qu'on jugera utiles. Avant de s'attaquer à la mécanique, il est nécessaire d'avoir quelques bases de cinématique. Donc rien de bien compliqué, c'est juste pour comprendre les différents théorèmes qui vont suivre. Donc il faut savoir que la vitesse est la dérivée de la position par rapport au temps, et que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc il s'agit de garder bien ça en tête pour comprendre les différents théorèmes qu'on va aborder, donc notamment la deuxième loi de Newton, qui s'écrit somme des forces extérieures appliquée au système est égale à la masse fois l'accélération. Donc c'est une des lois fondamentales de la mécanique, il est important de la connaître. Un cas particulier de cette loi est quand l'accélération vaut 0, donc si A vaut 0, on retient avec ce qu'on a écrit juste au-dessus que l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc cela signifie que dv sur dt est égal à 0. Autrement dit que la vitesse est constante, puisque la dérivée d'une constante vaut 0. Un mouvement à vitesse constante se nomme un mouvement rectiligne uniforme. Quand vous avez somme des forces extérieures égale à ma avec a égale à 0, vous avez donc ce terme-là qui devient négatif. Et vous retombez donc sur la première loi de Newton, qui est que la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Cette loi peut s'appliquer dans deux cas précis, quand vous avez une situation d'immobilité, donc qui est en réalité un mouvement à vitesse constante, ou alors une situation où les forces extérieures se compensent entre elles et font que la vitesse reste constante. Exemple, une chute libre où on prend en compte les frottements, et où les frottements compensent entièrement le poids, ce qui fait que la vitesse ne bouge plus, ce qui arrive après avoir atteint une certaine vitesse. Donc il est important de comprendre en mécanique qu'on ne mesure pas une énergie en un point précis. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est les variations d'énergie, qui nous donnent bien plus d'informations qu'une simple énergie en un point. Il faut garder en tête aussi autre chose, une phrase que j'adore répéter, qui est de « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ça, c'est aussi valable en mécanique. Donc vous avez une interconversion des différentes formes d'énergie. Donc les énergies les plus classiques que vous allez retrouver, vous avez l'énergie cinétique, qu'on note E sin, et qui s'exprime 1/2 de mv carré. Ça doit vous rappeler des souvenirs, je pense. Important de comprendre, cette énergie est liée au mouvement. D'accord? Donc vous vous en doutez, quand V égale à 0, votre énergie cinétique, elle vaut 0. Deuxième forme d'énergie que vous connaissez bien, l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, elle n'a pas vraiment de formule parce qu'elle dépend de la force qui va s'appliquer sur votre système. On peut en donner différents exemples. Par exemple, si je prends le poids, P, dans le cadre d'une chute libre par exemple, eh ben, on va avoir l'énergie potentielle de pesanteur qui vaut mgz. Voilà. Deuxième petit exemple, si je prends la force électrostatique, que vous reverrez dans le chapitre d'électrostat, j'ai l'énergie potentielle électrique qui vaut Q fois le potentiel. Donc, il faut retenir quelque chose d'important, ce que ça nous dit, ça, c'est qu'il n'y a que certaines forces qui dérivent d'une énergie potentielle. Donc, pour ces deux forces, on peut écrire ça, F est égal à moins d E pot sur dl. Alors cette expression, ce qu'elle vous dit, c'est que la force, certaines forces uniquement, sont la dérivée spatiale de l'énergie potentielle. Donc les forces, comme par exemple le poids et la force électrostatique qui dérivent d'une énergie potentielle, ce qui est intéressant avec elles, c'est que leur travail, qu'on va aborder juste après, ne dépend pas du mouvement suivi, enfin ne dépend pas du trajet suivi. Donc, notamment, ça c'est vrai pour le poids, dont le travail ne dépend pas du trajet suivi, et la force électrostatique.
Mais certaines forces ne dérivent pas d'une énergie potentielle. C'est le cas par exemple des forces dissipatives. Forces dissipatives, dans lesquelles vous pouvez retrouver par exemple un truc très classique qui sont les forces de frottement. Donc ces forces-là ne dérivant pas d'une énergie potentielle, leur travail dépend du chemin suivi. On peut donner un exemple assez simple avec les frottements. Si vous faites un trajet en ligne droite sur un trottoir avec vos chaussures qui frottent contre le bitume, les forces de frottement travailleront moins que si vous faites des petits pas comme ça en zigzagant. Là, vous aurez un travail bien plus élevé. Donc, retenez que toute force dérivant d'une énergie potentielle, son travail ne dépend pas du trajet suivi. Donc maintenant, on va passer à l'explication du travail d'une force. Donc pour illustrer ça, on a un schéma donc avec une caisse qu'on tire grâce à une force F, juste là. Et ça fait un angle θ par rapport au sol et au vecteur du déplacement. Notre force F, on peut la décomposer en deux composantes, logique. Une composante verticale, qu'on va appeler Fy, et une composante horizontale, qu'on va appeler Fx. Donc tout de suite, première chose, qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est que Fy, c'est perpendiculaire au mouvement. Donc ça veut dire ça que votre composante verticale ne contribue pas au mouvement. Hein, vous vous en doutez, ma caisse, j'essaye de la pousser par là, et ma force verticale, elle est comme ça. Elle n'aide pas du tout, elle ne fait rien pour le mouvement. En revanche, ma force horizontale Fx, elle est collinéaire au vecteur AB, qui est le vecteur du déplacement. Donc c'est la partie horizontale de ma force ici, donc Fx, qui contribue au mouvement. Retenez, la composante parallèle contribue au mouvement et la composante perpendiculaire n'y contribue pas, ici. Donc, maintenant pour l'expression du travail d'une force, donc on va faire avec F et AB, on a que le travail de notre force F de A vers B est égal au produit scalaire, donc qui se note F point AB, et le produit scalaire, on peut le développer en F fois AB fois cosinus θ. Donc, on peut voir sur notre figure, avec un petit peu de trigonométrie, que cosinus θ, c'est égal à adjacent sur hypoténuse, donc c'est-à-dire fx sur grand F, ce qui nous donne fx est égal à f cosinus θ. On retrouve bien dans notre expression f fois cosinus θ, donc ce qui nous redémontre encore une fois que la seule partie de la force qui travaille, c'est la composante horizontale. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir de cette expression du travail? C'est qu'elle dépend de la longueur, elle dépend de l'intensité de la force, F, et elle dépend surtout de l'angle entre la force et le déplacement. Donc, il y a trois cas à retenir. Vous pouvez tout d'abord avoir un travail positif, donc qui est appelé travail moteur, c'est-à-dire que la force contribue au mouvement et le crée. Donc la condition pour ça, c'est d'avoir cosinus θ positif. Ok, donc cos θ positif, ce qui signifie que vous devez avoir θ compris entre 0 degré et 90 degrés. Deuxième cas de figure, vous pouvez avoir W égale à 0. Donc ça veut dire que votre force ne travaille pas. Pas de travail. Donc ici, si on veut illustrer ça, par exemple, une force qui ne travaille pas, c'est Fy. Vous voyez bien que l'angle entre Fy et AB, il vaut 90 degrés. Il est juste là. Tchac. Et cosinus 90, ça vaut 0. Donc pour ne pas avoir de travail, il faut que θ soit égal à 90 degrés. C'est-à-dire qu'on a une situation où F est perpendiculaire à AB. Et enfin, dernier cas de figure, où le travail est négatif, c'est-à-dire que votre force, elle est résistive, elle ne contribue pas au mouvement, justement, elle s'y oppose. Dans ce cas-là, il faut avoir un cos θ
négatif, et donc un θ compris entre 90 degrés et 180 degrés. Ici, par exemple, si je voulais avoir une force résistive pour mon mouvement, eh bien, ça pourrait être une force comme ça, qu'on appelle F1. Voilà. Vous voyez bien que là, comparé au déplacement, nous, on veut aller vers la droite, notre force, elle est vers la gauche. Bon, ça paraît plutôt logique qu'elle soit résistive. Et que l'angle ici, entre les deux, hop, on ne va pas surcharger, on va le faire en dessous, il vaut 180 degrés. Et vous avez cos de 180 degrés qui vaut moins 1. Donc un travail négatif. Donc pour mettre un peu en application ce qu'on vient de voir avec le travail, on va faire ça avec une force pressante. Donc sur ce schéma-là, on a un piston, donc qui est ici notre piston, et on le pousse pour resserrer de plus en plus et comprimer l'air contenu ici dans notre seringue. Donc la force, elle est exercée comme ça. Donc tout d'abord, il faut qu'on trouve l'expression de la force pressante. Donc pour ça, on va partir de l'expression P égale à F sur S, ce qui nous permet d'obtenir F est égal à P fois S. Maintenant, c'est le moment de ressortir notre formule du travail. Donc ici, on va partir d'une variation infinitésimale de travail. Okay, c'est ce que signifie le petit d. Pas de panique, rien de bien compliqué, je vous promets. Donc c'est égal à F fois la variation infinitésimale du trajet. Et ici, on pourrait rajouter fois cos θ. Et vous voyez bien que globalement, notre déplacement, il se fait comme ça. Hein, dl, il est là. Et f, ils sont collinaires, hein, l'angle entre les deux, il vaut 0. Et cos θ, enfin cos de 0, okay, ça vaut 1. On va quand même le réécrire, cos de 0 degré est égal à f fois dl. Donc on va remplacer par f par son expression, qui est p fois s. Donc on a dw est égal à p fois s fois dl. S fois dl, donc c'est une surface fois une longueur. Donc S en mètres carrés fois un petit truc en mètres, ça fait des mètres cubes. Donc on va pouvoir écrire P fois dV. Là, on est sur une variation infinitésimale. Maintenant, on va intégrer. Donc on va intégrer pour passer à une variation macroscopique. Ok, pas de panique, on va juste écrire ça. C'est l'intégrale entre le volume initial et le volume final de l'air ici, de la pression en fonction du volume, parce que la pression va augmenter quand vous allez comprimer, fois la variation de volume. P en fonction de V, ça on peut le transformer. Grâce à la loi des gaz parfaits, qu'on peut écrire PV égale à nRT. Donc on peut écrire P égale à nRT sur V. Ça, on va pouvoir l'injecter ici pour écrire que ça c'est égal à l'intégrale entre VI et VF de nRT sur V fois dV. N, R et T, c'est des termes qui sont constants, donc on ne va pas les intégrer, hein, on peut les sortir de l'intégrale. On peut réécrire ça, N, R, T, intégrale entre VI et VF de 1 sur V fois dV. Ça doit vous rappeler quelque chose. dV sur V, c'est la dérivée de ln de V. Donc on va pouvoir réécrire notre expression finalement. W est égal à nRT fois, entre crochets, ln de V entre VI et VF. On développe un tout petit peu pour obtenir nRT fois ln de VF moins ln de VI, ce qu'on peut réécrire pour les plus matheux d'entre vous, nRT fois ln de VF sur VI. Voilà. Donc on va maintenant parler brièvement de la puissance. Donc la puissance, à quoi ça correspond? La puissance, c'est une quantité d'énergie, énergie qu'on note E, par une unité de temps. Donc ça, globalement, ça se traduit en équation par P est égal à dW sur dt. Donc souvenez-vous, il y a un petit peu de temps, on a évoqué l'énergie cinétique. Maintenant, on va parler du théorème qui l'utilise, qui s'appelle le théorème de l'énergie cinétique, qu'on peut abrévier
Tech. C'est super cool comme nom. Donc, ce théorème, il vous dit que la variation de l'énergie cinétique, qu'on écrit delta E sin, entre deux points, et ben ça vaut la somme des travaux des forces extérieures, donc qui s'appliquent sur le système, entre ces deux points. Donc, on peut écrire entre A et B, par exemple, entre A et B. Ça, on peut le développer pour retomber sur une expression plus classique que vous verrez souvent, et qui vous servira souvent, qui est 1 demi de mvb carré moins 1 demi de mva carré est égal à, ça on ne va pas le bouger, somme des travaux des forces de A à B, des forces extérieures. Donc, ce théorème de l'énergie cinétique et le théorème de la conservation de l'énergie totale, qu'on va voir juste après, sont grossièrement équivalents, avec un petit plus pour le théorème de l'énergie cinétique, parce qu'il marche même quand on a des forces dissipatives, comme des frottements ou une force musculaire qui ne dérive pas d'une énergie potentielle. Donc voilà, c'est un peu son seul avantage comparé au théorème de l'énergie mécanique. Et en général, quand vous avez besoin de raisonner sur des vitesses ou des travaux de force, il va falloir privilégier le théorème de l'énergie cinétique. Pour finir ce cours de mécanique, on va parler donc de la conservation de l'énergie totale. C'est le deuxième truc en mécanique en plus du théorème de l'énergie cinétique qui va vous être très utile. Donc il y a quand même quelques conditions pour appliquer ce théorème. Notamment, il faut que vous ayez que des forces dont le travail ne dépend pas du trajet suivi. Donc que des forces qui dérivent d'une énergie potentielle en gros. Donc exemple, le poids, la force électrostatique, et tout ça. Donc ce théorème-là, pas un théorème, la conservation de l'énergie mécanique, il peut s'écrire EMF moins EMI est égal à, entre parenthèses, ECF moins ECI plus E pot F moins E pot I. Expression à rallonge qu'on peut réécrire delta EM égale à delta EC plus delta EP. Donc, quand on vous dit qu'il y a conservation de l'énergie totale entre un point A et un point B, bah, ça veut simplement dire que ça, c'est égal à 0. Donc, vous vous retrouvez avec delta EC plus delta E hot égale à 0. Donc, ce qui est important à retenir de ce théorème, c'est qu'il permet de mettre en relation l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, l'énergie cinétique qui dépend globalement de la vitesse et l'énergie potentielle de la position. Donc, entre deux points, selon les paramètres que vous connaissez, par exemple la vitesse finale, vous savez que la vitesse initiale est nulle, vous savez que l'énergie potentielle à l'arrivée est nulle et l'énergie potentielle initiale a une certaine valeur, vous allez pouvoir, en bidouillant votre formule, isoler ce que vous cherchez et au final le trouver. Dernier truc important qu'il faut comprendre, souvenez-vous un peu plus tôt dans la vidéo, on avait dit rien ne se perd, rien ne se crée en termes d'énergie. Donc, quand vous partez d'une situation où vous avez une énergie potentielle initiale, imaginons, on se fait un petit schéma ici de chute libre, vous partez de A, vous arrivez à B qui aura du sol. À B, vous avez une énergie potentielle qui vaut 0, une énergie cinétique qui vaut ECB, et en A, vous avez une énergie potentielle initiale qui vaut E pot 1, et une énergie cinétique qui vaut 0. Vous voyez bien qu'ici, quand vous êtes parti de A, vous aviez une énergie potentielle, vous arrivez en bas, vous n'avez plus qu'une énergie cinétique. On a dit qu'on était en chute libre, donc on n'a que le poids qui travaille. Le poids qui est une force qui dérive d'une énergie potentielle. Donc en fait, ce qui s'est passé ici, vous avez simplement eu une conversion de toute l'énergie potentielle en énergie cinétique, sans perte d'énergie entre les deux. Donc c'est pour ça que votre conservation de l'énergie totale marche. Ça ne marche plus dès qu'on se met à considérer des forces dissipatives type frottement. Mais ce ne sera pas dans la majorité des exercices. Voilà. Moi, je pense que c'est bien. Très bien. Tu fais un autre truc ou pas?